L'hiver qui faillit anéantir toute vie au-delà de la frontière nord arriva sans le moindre signe avant-coureur. Un jour, l'air était encore imprégné de l'odeur âcre des pins et du gel, et le lendemain, la température chuta à 60 degrés sous zéro. En quelques heures, les barils d'eau de centaines de fermes se transformèrent en blocs de pierre. Les troupeaux périrent de soif alors qu'ils se trouvaient à côté de ce qui avait autrefois été des ruisseaux, désormais transformés en tombes de glace vitreuse. Pourtant, dans les coins les plus reculés de ces mêmes chaînes de montagnes, quelques anciens étaient assis près de barils qui fumaient encore légèrement à la lumière de l'aube, observant les ondulations de l'eau liquide comme si le froid n'avait aucun pouvoir sur elle. Ils savaient quelque chose que les autres avaient oublié depuis longtemps. Une vieille technique de survie si simple, mais si vitale, qu'elle faisait la différence entre voir son troupeau mourir et le voir survivre jusqu'au printemps. Ce que ces hommes oubliés avaient compris sur la façon d'empêcher l'eau de geler allait, dans les années à venir, sauver plus de vies que n'importe quel manuel écrit. Jonas Redmond serra son manteau autour de ses épaules en sortant de la petite cabane qui avait été le dernier cadeau de son défunt père. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort du vieil homme, et Jonas se sentait toujours comme un étranger dans cet endroit, un intrus au milieu du silence et des rochers. La cabane se dressait seule dans une vallée étroite creusée profondément dans la nature sauvage du nord, si isolée que le voisin le plus proche vivait à une journée entière de route à travers des sentiers sinueux qui disparaissaient complètement dès que la neige tombait en abondance. Les bottes de Jonas crissaient sur le sol dur tandis qu'il se dirigeait vers l'enclos en bois où 10 têtes de bétail se blottissaient les unes contre les autres pour se protéger du vent glacial. Leur souffle formait de petits nuages fantomatiques qui restaient suspendus dans l'air avant de se dissiper. Elle le regardait avec ce regard lent et confiant que les animaux réservent à ceux qui les nourrissent. Ces quelques vaches étaient tout ce que Jonas possédait. Son héritage, sa chance de prouver qu'il pouvait survivre sur une terre qui ne pardonnait aucune faiblesse. Le tonneau d'eau à côté de l'enclos attira son attention dès qu'il atteignit la clôture. Une fine couche de glace recouvrait sa surface comme un morceau de verre. Il la brisa avec le dos d'une pelle et écouta les bovins se précipiter, léchant goulûment le liquide en dessous. Son père l'avait mis en garde contre les hivers dans ces collines, lui parlant de nuits si froides qu'un homme surpris à l'extérieur sans abri adéquat pouvait se rigidifier avant l'aube. Jonas avait rejeté ces histoires comme des exagérations, du genre de celles que les vieillards racontent pour embellir leurs souvenirs. Mais maintenant, sentant l'air transpercer toutes les couches de laine qu'il portait, il se rendait compte que ces histoires avaient probablement minimisé la vérité. Après avoir bu leur soif, les bêtes retournèrent à l'abri que Jonas avait construit contre la pente rocheuse. Il pompa davantage d'eau de la source souterraine que son père avait forée des décennies plus tôt. L'eau était froide mais claire, une source fiable qui n'avait jamais manqué, même pendant les étés les plus secs. Mais tandis qu'il travaillait, Jonas remarqua quelque chose qui lui donna des frissons. L'eau dans le seau commença à former de fins cristaux dès qu'elle entra en contact avec l'air libre. La température baissait plus vite qu'il ne l'avait prévu, et si cela continuait ainsi, même l'eau de source pourrait geler avant que son troupeau ait pu boire à sa faim. Il avait entendu des histoires sinistres d'éleveurs qui avaient perdu tout leur troupeau, les animaux mourant de soif alors qu'ils se tenaient à côté de blocs de glace si épais qu'une hache pouvait à peine en ébrécher la surface. Il n'avait pas cru que cela pouvait arriver si vite. Mais ce que Jonas ne comprenait pas encore, c'était que ce n'était que le début de l'hiver le plus rigoureux que la frontière ait connu depuis des générations. Il se réveilla avant l'aube le lendemain matin, alerté par un bruit qui sema la panique dans son esprit à moitié endormi. Ce n'était pas le lent mouvement du bétail ni les meuglements graves et satisfaits auxquels il était habitué, mais les beuglements frénétiques et gutturaux d'animaux en détresse. Jonas s'habilla à la hâte, enfilant ses bottes et son manteau de main tremblante. Lorsqu'il sortit, le monde l'accueillit avec un froid si violent qu'il en était brûlant. Son souffle se transforma en un épais brouillard qui resta suspendu dans l'air anormalement longtemps. Chaque inspiration lui donnait l'impression d'avaler des couteaux. Le bétail grattait le tonneau d'eau, la langue raclant inutilement la glace. Pendant la nuit, le tonneau s'était transformé en pierre solide malgré le grand feu qu'il avait entretenu toute la nuit. Le froid avait dépassé tout ce qu'il croyait possible. Il brisa la glace à coups de pelle, laissant les bêtes boire rapidement avant qu'une nouvelle couche ne se forme. Quelques minutes plus tard, la surface était à nouveau gelée. La source souterraine coulait toujours lentement, mais les seaux gelaient à mi-chemin entre la pompe et l'enclos. Si le temps continuait à se dégrader, il savait qu'il passerait bientôt tout son temps à briser la glace pour maintenir le troupeau en vie. Il leva les yeux vers l'horizon,
d'épais nuages gris s'amassaient, descendant du nord, lourds et chargés de neige. Le vent était glacial, et Jonas comprit que ce n'était que le début. Son père lui avait parlé d'hivers qui duraient 4 mois d'affilée sans un seul jour au-dessus de zéro. Si c'était ce qu'il attendait, Jonas devrait choisir entre abandonner son bétail pour sauver sa propre vie ou rester pour les voir mourir un par un. Le village le plus proche se trouvait à 2 jours de cheval par beau temps. Dans des tempêtes comme celle-ci, la piste disparaissait sous des congères plus hautes qu'un homme. Même s'il parvenait à s'y rendre, il ne pourrait pas déplacer le bétail, et les abandonner signifierait perdre tout ce que son père avait construit au cours de 30 années de travail éreintant. Jonas passa la matinée à transporter seau après seau, brisant la glace qui semblait se reformer plus vite à chaque fois qu'il la dégageait. Les animaux devenaient agités, leur instinct percevant le changement dans l'air. Ils se serraient les uns contre les autres et regardaient sans cesse vers le nord, en direction du mur de nuages sombres qui descendait des montagnes. À midi, Jonas admit ce qu'il refusait d'admettre. Il était confronté à quelque chose qui dépassait son expérience. Aucune force physique ni aucune persévérance ne pourrait vaincre un froid pareil. Le feu près du tonneau ralentissait un peu le gel, mais ne l'arrêtait jamais complètement. À la tombée de la nuit, il pouvait voir la tempête s'étendre à l'horizon comme une vaste mer grise. Ses mains lui faisaient mal à force d'avoir cassé de la glace pendant des heures, et le bétail avait commencé à se tenir debout, apathique, les yeux ternes, le corps tremblant de manière incontrôlable. Cette nuit-là, en regardant à travers la fenêtre gelée de la cabane de son père, Jonas remarqua quelque chose d'étrange au loin. Une fine colonne de fumée s'élevait de manière régulière et constante depuis un endroit situé en hauteur sur la crête. Ce n'était pas la fumée noire et sauvage d'un incendie domestique, mais la fumée délibérée d'un foyer contrôlé. Quelqu'un se trouvait là-haut. Quelqu'un qui vivait dans ce froid mortel comme si de rien n'était. La décision de grimper vers la fumée lointaine fut prise après 3 nuits blanches passées à briser la glace toutes les heures jusqu'à ce que ses bras tremblent d'épuisement. Chaque matin apportait un air plus froid, une glace plus épaisse et un bétail plus faible. Le 3e jour, le tonneau s'était transformé en un bloc solide sur lequel sa pelle rebondissait comme sur du fer. Les animaux se tenaient autour, les yeux creux, léchant la surface gelée à la recherche de la moindre trace d'humidité. Jonas savait qu'il lui restait moins d'une journée avant que la déshydratation ne commence à les emporter. La première nuit, il avait réussi à conserver un peu d'eau liquide en cassant la glace sans cesse. La 2e nuit, la glace s'était reformée plus vite qu'il ne pouvait manier ses outils. Le 3e jour, même ses efforts les plus acharnés ne parvenaient plus à entamer la surface. Le bétail pouvait supporter la faim plus longtemps que la soif, mais pas dans un froid pareil. Leur corps brûlait toutes leurs réserves simplement pour rester au chaud. Jonas avait déjà vu des animaux mourir ainsi, sur les terres d'autres hommes, debout en silence tandis que leur organisme s'éteignait de soif au milieu de l'abondance. C'était maintenant le tour de son propre troupeau, et avec lui, la dernière trace de l'héritage de son père. L'ascension de la crête était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. La neige était tombée pendant la nuit, recouvrant les rochers d'une couche de glace traîtresse. Le vent fouettait les falaises, déchirant son manteau et engourdissant ses mains malgré ses gants épais. Plus d'une fois, il songea à faire demi-tour. Abandonner son bétail signifiait peut-être déjà le condamner, et suivre un filet de fumée sur une montagne gelée semblait être de la folie. Mais la fumée restait stable, fine, maîtrisée et patiente. Quelqu'un là-haut savait ce qu'il faisait. Au fur et à mesure de son ascension, Jonas commença à remarquer de subtils signes de passage humain. De légères empreintes de pas durcis par le gel, une branche cassée à hauteur d'épaule, une légère entaille dans un arbre qui semblait avoir été coupé à la hache. Celui qui vivait là-haut s'était déplacé avec précaution et délibération, comme s'il ne voulait pas être trouvé. Quand il atteignit enfin la source, il faillit la manquer. Une cabane était nichée dans un repli de pierre et de pin, à moitié cachée par la pente de la montagne. Elle se fondait si parfaitement dans son environnement qu'il aurait pu passer devant sans la voir. De la fumée s'échappait d'une cheminée étroite, grise et régulière, aspirée vers le haut par un courant d'air qui témoignait d'un foyer bien construit. Mais ce qui fit s'arrêter Jonas, c'était ce qu'il vit près de l'entrée de la cabane. 3 tonneaux en bois exposés à l'air glacial, sans couverture, sans protection, et d'où s'échappait de la vapeur. Même à plusieurs mètres de distance, il pouvait voir la vapeur s'élever de leur surface. Aucun feu ne brûlait à proximité. Aucune pierre chaude n'entourait leur base. Pourtant,
Les tonneaux dégageaient une chaleur, comme si le liquide qu'ils contenaient refusait de céder au froid. Jonas s'approcha prudemment, ses bottes crissant sur la neige dure. Plus il s'approchait, plus le bruit doux de l'eau qui bougeait parvenait clairement à ses oreilles. Ce n'était pas le silence immobile et glacial de la glace, mais le léger clapotis d'un liquide qui bougeait avec le vent. Et elle se pencha sur l'un des tonneaux, incrédule. De l'eau claire ondulait faiblement à l'intérieur. C'était impossible. L'air ici était suffisamment froid pour geler la peau exposée en quelques secondes. Il tendit instinctivement la main, mais se figea lorsque la porte de la cabane s'ouvrit en grinçant. Un homme en sortit, barbu, les épaules larges malgré son âge, et se déplaçant avec la précision d'un homme qui a vécu seul dans des endroits hostiles suffisamment longtemps pour que chaque geste compte. Ses vêtements étaient pratiques, rapiécés par endroits, mais en excellent état. Ses yeux étaient vifs, d'un bleu pâle comme la glace réfléchissante. Vous vous interrogez sur l'eau, dit l'homme d'une voix rauque à force de ne pas s'en servir, mais calme, presque amusé. Je m'appelle Elias Coldridge. Cela fait plusieurs jours que je vous observe mener cette bataille dans la vallée. Jonas baissa la tête, gêné d'avoir été surpris en train de regarder bêtement. Je m'appelle Jonas Redmond. J'ai hérité de la ferme en contrebas de mon père. Je ne comprends pas comment votre eau n'est pas gelée. Elias se dirigea vers le tonneau le plus proche, prit une tasse en métal, la remplit d'eau et but une grande gorgée. Puis il la tendit à Jonas. Votre père était Nathan Redmond, n'est-ce pas? Jonas acquiesça. Oui, monsieur. Vous le connaissiez? Je le connaissais bien, répondit Elias avec un petit sourire triste. C'était un homme bon. Un travailleur acharné. Mais têtu. Il n'écoutait pas quand quelqu'un essayait de lui apprendre quelque chose de simple. Il pensait toujours qu'il devait y avoir une astuce qu'il n'avait pas encore découverte. Jonas hésita avant de prendre la tasse qu'on lui tendait, la vapeur effleurant son visage comme un miracle. Il but une gorgée et faillit s'étouffer. L'eau était fraîche, propre et parfaitement liquide. Comment est-ce possible? Demanda-t-il. Il faisait près de -60 degrés cette nuit. 63, pour être exact, répondit Elias en regardant vers l'horizon comme s'il le lisait. Et il fait encore plus froid avant l'aube. Ton troupeau va mourir si tu ne remédies pas rapidement à cette situation. Jonas se raidit, la honte et la peur se mélangeant dans son ventre. Je sais. Je casse la glace toutes les quelques heures, mais elle se reforme plus vite que je ne peux la dégager. Je n'ai plus beaucoup de temps. Elias acquiesça lentement, comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Casser la glace ne servira à rien une fois que ce froid s'installera. Vous devez d'abord empêcher la glace de se former. Il se tourna vers la porte. Votre père vous a-t-il déjà parlé des anciens pionniers qui vivaient ici avant l'arrivée des colons? Jonas fronça les sourcils. Il m'a raconté des histoires sur les trappeurs, les chasseurs, les hommes qui ont survécu au froid, mais j'ai toujours pensé que ce n'étaient que des contes. Ce ne sont pas des contes, dit Elias. Ce sont des instructions. Ces hommes ont appris à faire couler l'eau alors que le reste du monde était gelé. Ceux qui n'ont pas appris n'ont pas vécu assez longtemps pour transmettre leurs erreurs. Jonas regarda à nouveau les tonneaux fumants, la confusion laissant place à l'émerveillement. Il n'y a pas de feu. Pas de source de chaleur. Comment est-ce possible? Elias croisa son regard. Tu veux vraiment apprendre? Jonas acquiesça sans hésiter. Oui. S'il te plaît. Le problème, ce n'est pas d'apprendre, dit Elias en disparaissant brièvement dans sa cabane. C'est d'y croire. Quand il revint, il portait une vieille pochette en cuir, du genre de celles qui ont été utilisées avec soin pendant des années. Il l'ouvrit pour révéler des cristaux de sel grossier mélangés à de petits morceaux de métal sombre. Ton père était au courant, dit Elias. Mais il ne croyait pas que cela fonctionnait. Trop simple, disait-il. Trop facile. Il pensait qu'il devait y avoir quelque chose de plus intelligent, de plus sophistiqué. Jonas fixa le contenu de la pochette. Du sel? Elias en versa un peu dans sa paume et le laissa couler entre ses doigts. Le sel abaisse le point de congélation. La plupart des gens le savent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il faut plus que du sel. Il faut du mouvement. Il fit un geste vers les tonneaux, et Jonas remarqua pour la première fois le mécanisme qui se trouvait derrière eux. Un simple dispositif composé de pales et d'une roue actionnée par le vent. Les rafales de vent faisaient tourner la roue lentement, maintenant les pales en mouvement juste assez pour remuer l'eau.
C'est le vent qui fait le travail, expliqua Elias. Il maintient l'eau en mouvement afin que le froid ne puisse pas s'installer. Vous seriez surpris de voir ce que quelques centimètres de mouvement peuvent faire. Jonas se pencha pour étudier la conception. Elle était rudimentaire mais astucieuse, quelque chose que n'importe quel homme disposant d'outils de base pouvait construire en une journée. Et les pièces métalliques? Elles retiennent la chaleur, répondit Elias en soulevant une entre ses doigts gantés. Elles se réchauffent pendant la journée et la libèrent lentement pendant la nuit. Pas assez pour faire bouillir l'eau, juste assez pour la maintenir en vie. Jonas pensa à la fierté de son père, à sa conviction que la force et le travail pouvaient à eux seuls résoudre tous les problèmes. Combien de temps faudrait-il pour installer ça? Elias jeta un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. C'est plus rapide à faire qu'à expliquer. Mais souviens-toi, si tu commences à douter, tu vas tout gâcher. Ça ne marche que si tu y crois. Jonas ne comprit pas tout à fait cette dernière partie, mais il acquiesça quand même. Elias remplit la pochette, la tendit à Jonas et lui dit « Utilise seulement ce que je t'ai montré. Ni plus, ni moins. » La descente lui sembla plus longue que la montée. Le vent était devenu plus violent et une neige épaisse tombait en flocons qui effaçaient ses traces derrière lui. Lorsqu'il arriva à la cabane de son père, le crépuscule avait envahi la vallée. Le bétail bougeait à peine, faibles et silencieux, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer. Leurs yeux avaient perdu leur éclat. Le tonneau à côté d'eux n'était plus qu'un pilier de glace. Jonas le frappa une fois avec sa pelle, et le son métallique lui révéla la vérité, il était complètement gelé. Il ne pouvait pas le casser assez vite pour les sauver. Il fallait que la méthode d'Elias fonctionne complètement, ou pas du tout. Jonas travailla toute la nuit sans s'arrêter. Il alluma toutes les lanternes qu'il avait, leur faible halo jaune tremblant contre le vent qui s'engouffrait par les fissures de la cabane. La pochette qu'Elias lui avait donnée était ouverte sur la table, répandant des cristaux qui scintillaient comme de la lumière gelée. Ses mains tremblaient de fatigue, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Si le vieil homme avait raison, il y avait encore une chance de garder le troupeau en vie. S'il avait tort, alors au matin, il se réveillerait dans le silence. Et elle rassembla ce dont il avait besoin. Une vieille pale de moulin à vent provenant du toit de la grange, 2 manches de pelle cassées, des morceaux de corde et des déchets métalliques provenant de la forge de son père. Le principe était assez simple, mais le froid de la montagne rendait chaque tâche difficile. Ses doigts s'engourdissaient après quelques minutes d'exposition au froid. À 2 reprises, il laissa tomber ses outils et dut se réchauffer les mains au-dessus de la flamme de la lanterne jusqu'à ce qu'elle le picote de douleur. À minuit, il avait fabriqué une version rudimentaire de l'engin du montagnard. Le tonneau se trouvait à côté de celui qui était gelé, à moitié rempli d'eau fraîche qu'il avait puisée dans le ruisseau en contrebas. À l'intérieur, un ensemble de petites pales était relié à l'arbre du moulin à vent. Chaque fois que le vent soufflait dans la vallée, les pales tournaient, remuant l'eau avec un mouvement lent et rythmé. Jonas mesura le sel et les morceaux de métal comme Elias le lui avait montré, ni plus ni moins, et les versa dans le tonneau. Les cristaux sifflèrent faiblement au contact de l'eau, se dissolvant en lente spirale de lumière argentée. Il resta longtemps à les observer, ne sachant pas s'il devait croire ce qu'il voyait. La surface de l'eau scintillait faiblement, non pas à cause de la vapeur, mais du mouvement. Et elle attendit. La temperature continuait de baisser. Le givre rampait sur les parois du tonneau comme de la dentelle. Il toucha le bord, il brûlait de froid. Mais l'eau à l'intérieur bougeait toujours. Elle était toujours vivante. Jonas expira bruyamment. Il n'osait pas encore se laisser aller à l'espoir. Le bétail était encore faible, toujours dans l'attente. Il brisa le peu de glace qui s'était formé autour de leurs abreuvoirs et y versa l'eau du nouveau tonneau. Les animaux s'agitèrent, leurs naseaux frémissant à l'odeur de l'humidité. Un par un, ils commencèrent à boire. Lentement au début, puis avidement, se bousculant les uns les autres pour avoir de la place. Le bruit des gorgées et des respirations emplit la nuit, une musique dont Jonas n'avait pas réalisé qu'il avait en besoin. Et elle tituba vers la cabane, tombant une fois dans la neige, riant malgré lui. L'absurdité de la situation, le moulin à vent, le sel, l'eau qui coulait était presque trop difficile à croire. Mais cela fonctionnait. Pour la première fois depuis des semaines, il dormit sans crainte. À matin, le moulin à vent tournait toujours. Les pales bougeaient régulièrement, l'eau scintillait faiblement dans la lumière pâle, et le troupeau était vivant, fumant doucement dans l'aube.
Jonas resta là à regarder jusqu'à ce que des larmes gèlent sur ses cils, mais il n'était pas encore satisfait. Il voulait comprendre. Comment une poignée de sel et quelques morceaux de métal pouvaient-ils défier la nature elle-même? Son père avait passé sa vie à lutter contre cette terre avec ses muscles et son obstination, et cela l'avait brisé. Elias, en revanche, semblait plier la nature avec douceur, l'amenant à céder plutôt que la forçant. Jonas sella sa jument et remonta vers la crête, le vent coupant comme du verre. Lorsqu'il atteignit la cabane d'Elias, de la fumée s'élevait encore de la cheminée, et le vieil homme était assis dehors, réparant un filet de pêche d'une main sur poing. « Déjà de retour » demanda Elias sans lever les yeux. « C'est soit un bon signe, soit un mauvais signe. Ça a marché » répondit Jonas, encore essoufflé par l'ascension. Chaque goutte est restée liquide. Le bétail a bu jusqu'au lever du soleil. Elias esquissa un sourire. Alors tu as bien fait. Félicitations. Tu as appris ce que ton père n'a pas su apprendre. Jonas hésita. Mais je ne comprends pas pourquoi ça marche. Je peux expliquer le sel. Mais le reste, le mouvement, le métal, pourquoi est-ce si important? Elias posa le filet et se pencha en arrière sur son tabouret. Parce que rien dans ce monde ne reste en vie quand il cesse de bouger, dit-il. L'eau, le feu, même les gens. Vous geliez quand vous restez immobile trop longtemps. Vous brûlez quand vous poussez sans rythme. Le mouvement est ce qui maintient l'équilibre. Il désigna les barils à côté de sa cabane. Ces métaux retiennent la chaleur, bien sûr. Mais ce n'est pas le vrai secret. Le vrai secret, c'est la confiance. Tu dois croire que le mouvement maintiendra la vie dans l'eau. Dès que tu en doutes, tu cesses de t'en occuper correctement, tu cesses de vérifier les cordes, tu cesses d'écouter le bruit. La montagne, c'est quand tu cesses de t'en soucier. Jonas fronça les sourcils. Tu veux dire que c'est la croyance qui fait que ça marche? Elias gloussa. La croyance te rend prudent. La prudence le maintient en vie. Jonas pensa à son père, à la façon dont il avait rejeté la sagesse simple au profit de la force brute. C'était peut-être ce qu'Elias voulait dire. Son père ne manquait pas de compétences, mais seulement de foi dans la simplicité. Elias se leva, marcha jusqu'au bord de la crête et regarda la vallée blanche. Cette terre ne donne tout qu'une seule fois. Tu n'auras une seconde chance que si tu apprends des erreurs des autres. Souviens-toi de cela, Jonas Redmond. Jonas acquiesca silencieusement. Je n'y manquerai pas. Il redescendit avant que le temps ne se détériore, emportant avec lui les paroles du vieil homme comme un nouveau poids. Pendant la semaine qui suivit, le système fonctionna à la perfection. Le bétail reprit des forces, son pelage brillant à nouveau sous le soleil pâle. L'eau resta liquide, quelle que soit l'intensité du gel. Jonas agrandit l'installation, il construisit 2 barils supplémentaires, ajouta une girouette plus solide et renforça les pales. Pour une fois dans sa vie, il avait enfin pris de l'avance sur le temps. Puis, la 8e nuit, le vent tomba. Cela se produisit sans avertissement, juste un calme soudain et anormal. La neige cessa de tomber. Les arbres cessèrent de craquer. Même le bruit de la rivière en contrebas disparut, étouffé par le givre épais. Jonas sortit, fronçant les sourcils devant ce silence inquiétant. La roue de son tonneau d'eau était immobile. Et elle testa le rebord. Il était plus froid que jamais. Une fine croûte de glace avait déjà commencé à se former à la surface. Il attrapa un bâton et la brisa, mais il savait que ce n'était que le début. Sans mouvement, le système allait échouer. Et elle travailla toute la nuit, essayant de remuer les barils à la main. Il tourna lui-même les pales, les actionnant manuellement jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal. Mais l'air devenait de plus en plus lourd et froid, pesant comme du fer. À l'aube, la glace s'était reformée, fine, mais mortelle. Jonas leva les yeux vers la crête où la cabane d'Elias était cachée parmi les arbres. Si quelqu'un savait comment réparer cela, c'était bien lui. Il prépara un petit sac, s'enveloppa dans son manteau le plus épais et partit avant le lever du soleil. L'ascension fut brutale. La neige était plus profonde maintenant, le vent avait cessé, mais l'air était encore plus vif. Chaque respiration lui brûlait la gorge. À mi-chemin, il glissa sur une plaque de glace et faillit dévaler la pente. Ses gants étaient déchirés, son visage à vif. Il continua néanmoins. Quand il atteignit l'endroit où aurait dû se trouver la cabane d'Elias, il s'arrêta net. La cheminée était froide. Pas de fumée. Aucune empreinte dans la neige. La porte était entr'ouverte et grinçait au moindre souffle de vent. À l'intérieur,
Le foyer était éteint. Les tonneaux avaient disparu. L'endroit semblait inhabité depuis des années. Jonas se tenait au milieu de la pièce, le cœur battant à tout rompre, et murmura « Elias ». Seul le vent lui répondit, se levant à nouveau, soudainement, comme s'il avait reçu un signal. Dehors, les arbres se mirent à osciller. La roue de son propre tonneau, loin dans la vallée, grinçait faiblement, captant ce premier souffle d'air qui revenait. Jonas le sentit dans sa poitrine avant de l'entendre. Un rythme lent qui revenait dans le monde. Et elle sourit malgré le froid qui le piquait. « Merci » murmura-t-il à la pièce vide. Lorsqu'il regarda à nouveau vers la vallée, un mince filet de fumée s'élevait à nouveau de sa propre cheminée, comme auparavant. Jonas resta longtemps sur le seuil de la cabane silencieuse, le vent soufflant autour de lui comme une présence qui venait de s'évanouir. À l'intérieur, tout semblait intact, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur les objets. La chaise près de la cheminée, le filet plié sur la table, la petite pochette de sel posée à côté d'une tasse vide. Mais la couche de givre sur le rebord de la fenêtre était épaisse, intacte. Elias n'était pas parti ce matin-là. Il était parti depuis des années. Jonas s'approcha de la cheminée et découvrit quelque chose de vaguement gravé dans la poutre au-dessus. Des initiales, NR+EC. Il retint son souffle. Nathan Redmond, son père, et Elias Coldridge. Ils se connaissaient bien avant la naissance de Jonas. Et elle s'assit lentement, réalisant ce que cela signifiait. Elias n'était pas seulement un ermite errant. Il était un vieil ami de son père, voire son professeur. L'homme que son père avait autrefois refusé de croire. La pochette de sel était à moitié ouverte, contenant le même mélange de cristaux et de métal sombre. Mais en dessous, il y avait autre chose. Un morceau de parchemin plié, raide et jauni par le temps. Jonas l'ouvrit avec précaution. L'écriture était celle de son père. Elias, si jamais tu trouves ceci, sache que j'avais tort. La terre ne se plie pas à la volonté, elle répond à la patience. J'ai appris à mon fils à la combattre, tu m'as appris à l'écouter. Un jour, quand il sera prêt, montre-lui ce que je n'ai pas su lui montrer. Jonas baissa le papier, la gorge serrée. Il ressentait à la fois de la colère et de la gratitude. De la colère parce que son père avait emporté sa fierté dans la tombe, de la gratitude parce qu'il avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à lui transmettre cette leçon au-delà de la mort. Et elle quitta la cabane en silence, refermant la porte derrière lui. Le vent l'accueillit aussitôt, vif et vivifiant, tirant sur son manteau comme un compagnon impatient. C'était comme si la montagne elle-même avait attendu qu'il comprenne. Lorsque Jonas redescendit dans la vallée, la neige avait recommencé à tomber, d'abord légèrement, puis de plus en plus fort. Le moulin à vent tournait à toute vitesse, ses pales fendant l'air. Les tonneaux étaient vivants, l'eau tourbillonnant comme du verre liquide. Son troupeau se tenait serré, respirant de la buée, le regardant passer. Aucun animal n'était en train de mourir. La terre était toujours cruelle, mais elle l'avait accepté. Cette nuit-là, Jonas s'assit près de la fenêtre, fixant les ombres mouvantes à l'extérieur. Toutes les quelques minutes, le moulin à vent grinçait, régulier et assuré. Il était devenu le cœur battant du ranch, lent, patient et vivant. Il repensa aux paroles de son père, à la leçon d'Elias, et comprit qu'elles étaient les deux facettes d'une même vérité. La force avait construit le monde, la croyance le maintenait debout. Les semaines passèrent. Le froid s'intensifia, mais ne le vainquit plus jamais. Des voyageurs traversaient parfois la vallée et parlaient d'un étrange éleveur dont les puits ne gelaient jamais, dont le bétail prospérait pendant les hivers qui tuaient les plaines en contrebas. Certains appelaient cela de la sorcellerie. D'autres appelaient cela de la chance. Jonas ne les corrigeait jamais. Il se contentait de sourire et de dire « Le vent nous tient compagnie ». Au début du printemps, lorsque les premières eaux de fonte commencèrent à couler, Jonas retourna une fois de plus sur la crête de la montagne. La cabane avait disparu. Il ne restait plus que des fondations de pierre, à moitié enfouies sous la neige fondante. Pourtant, lorsqu'il regarda vers l'horizon, il vit quelque chose briller au loin. La forme d'une vieille pale en fer, tournant paresseusement dans la brise, bien qu'aucun mécanisme ne la fasse fonctionner. Et elle resta là jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les sommets. Puis il ôta son chapeau, murmura un « merci » discret et redescendit vers la vie qu'il avait appris à préserver. Des années plus tard, longtemps après que les cheveux de Jonas Redmond eurent blanchi, les habitants de la vallée racontaient encore des histoires à son sujet. Ils disaient que son moulin à vent ne cessait jamais de tourner, même lorsque les tempêtes arrachaient les toits des autres granges.
Il disait que lorsque des voyageurs se perdaient dans le brouillard, un léger bourdonnement les guidait vers la sécurité. Le rythme des pales qui tournaient résonnait à travers la neige. Certains disaient que c'était simplement le vent. D'autres disaient que c'était l'esprit d'un homme qui avait enfin appris à écouter. Quoi qu'il en soit, l'eau du ranch Redmond ne gela plus jamais.